Ivous me dit, quand on voit le niveau monstrueux du PSG en ce moment et que parallèlement le Real recrute à dose homéopathique, n'y a-t-il pas de quoi s'inquiéter pour le Real la saison prochaine s'il n'opère pas une vraie révolution, notamment au milieu et en défense? Ils ont quand même recruté 2 défenseurs, hein, Trent Alexander-Arnold et Huijsen. Et puis, il faut pas oublier que tu as Carvajal qui va revenir, Militao va revenir, Rudiger est toujours là, il y a Asensio qui a quand même profité de la saison pour faire son... Je me fais pas trop de soucis défensivement pour le Real la saison prochaine, c'est plus au milieu, encore une fois, que pour moi cette équipe manque de talent et de personnalité. En plus, là, Modric a quitté le club comme Kroos a pris sa retraite. Il va falloir que Tchouaméni et Camavinga haussent leur niveau de jeu de façon très nette. Parce que ils ont fait une saison assez lamentable tous les deux la saison dernière, avec des circonstances atténuantes pour les deux, parce qu'ils ont été souvent déplacés en défense, Tchouaméni dans l'axe et Camavinga en position de latéral gauche. Évidemment, ça les dessert. Maintenant, voilà, je pense que là aussi, le recrutement n'est pas terminé. Certaines rumeurs envoient Hugo Ekitike à Manchester United. Est-ce une bonne destination pour lui qui sort de sa première vraie saison complète, tant ce club est un véritable broyeur de joueurs, surtout au poste d'attaquant? C'est à double tranchant, hein. C'est-à-dire qu'il y a une telle litanie d'échecs au poste d'attaquant à Manchester qu'effectivement la tentation peut être un peu forte de se dire que moi je vais changer cette donne. Voilà, je pense que Ekitike a performé dans un club comme l'Eintracht Francfort, qui est quand même un club qui est très en dessous du Paris Saint-Germain, et que refranchir une énorme marche comme ça ne me paraît pas forcément la bonne solution pour un joueur comme lui. Maintenant, voilà, c'est l'Eintracht en veut une fortune, et on le sait que quand tu demandes une fortune à un joueur, si tu arrives à le vendre, tu vas forcément le vendre à un club extraordinairement huppé. Alex Penon. La Coupe du Monde des clubs ayant lieu aux États-Unis, est-ce un pays que tu as eu l'occasion de visiter? C'est oui, quelles sont les villes que tu apprécies? Qu'as-tu pensé, aimé ou non de ce pays? Alors oui, j'ai été plusieurs fois à New York, j'ai été à Seattle dans une famille de catholiques polonais qui me traînaient à la messe plusieurs fois par semaine. C'était épouvantable. J'ai été dans l'Idaho, j'ai été à Dallas, à la Dallas Cup avec le club de Lady Rose. Moi j'adore les États-Unis, hein. Moi qui suis le maître du shopping et du t-shirt et du hoodie, autant vous dire que là-bas forcément il y a de quoi faire. J'ai été à Miami aussi, pardon. Alors, Miami j'ai détesté. Ouais, c'est un pays où je me verrais plutôt assez facilement vivre, même si ça n'arrivera jamais. Et puis voilà, puis j'aime bien leurs magasins, j'aime bien la bouffe. Bon. Quand vous êtes à New York, il y a moyen de très bien manger à New York. Alors, il faut du budget, hein. Autant il y a des trucs qui sont pas très chers aux États-Unis, autant bien manger aux États-Unis, c'est hors de prix. Mais c'est un pays que j'apprécie beaucoup. Et puis en plus, il y a un énorme avantage, c'est que je parle la langue. Toubib Breton. Le projet de Ligue 3 verra le jour lors de la saison 2026-2027. N'est-ce pas suicidaire de professionnaliser cette ligue quand on voit certains clubs de National et même de Ligue 2 sont rétrogradés administrativement faute de moyens? S'ils sont déjà rétrogradés administrativement faute de moyens, c'est que le club est mal géré. Donc pour moi, un club mal géré, c'est un club qui manque de professionnalisme, justement. Donc justement, professionnaliser les clubs, c'est aussi réclamer au niveau de la fédération plus de rigueur au niveau des comptes et tout. Et c'est un projet qui a été mené depuis de longues semaines par Marc Keller, donc autant vous dire que il a tout mon soutien, tout mon amour et tout mon appui. Et je pense que c'est justement dans des situations de difficulté qu'on doit trouver des solutions qui permettent de pérenniser au mieux l'avenir des clubs. Et je pense au contraire que avoir des clubs pros serait certainement beaucoup plus raisonable et nous permettrait d'avoir une base bien plus solide. Alex Penon me dit, en plus de la Coupe du Monde des clubs, l'Euro féminin arrive à grands pas. Comptes-tu regarder les matchs des Bleus
Moi qui ne loupe aucun match, j'en ai pas vu un seul depuis les JO. Le foot féminin a-t-il perdu son maigre public? Que penses-tu au passage de la situation de l'OL féminin? Pourquoi changer de nom? L'Olympique Lyonnais, ça voulait dire quelque chose dans le foot européen féminin. Les Lyonnaises, je trouve ça stupide et sans fondement. Et comme tout ce qui se passe à Lyon en ce moment, je trouve que ça file un mauvais coton. Quant au foot féminin, bon, je pense que le nouveau sélectionneur, en écartant Eugénie Le Sommer, Wendy Renard et Kenza Dali, encore une fois, qui choisissent de passer à autre chose, pourquoi pas, mais pourquoi les appeler pratiquement les appeler jusqu'au dernier moment? Voilà, je trouve que c'est pas bien, que c'est mal géré, c'est indélicat, c'est un manque de respect, surtout pour Wendy et Eugénie, qui sont des légendes du football féminin français, et que ça ne contribue pas à donner une bonne image du football féminin. Et puis bon, faut reconnaître aussi que les matchs sont chiants à mourir. Donc je sais pas si je vais regarder. Tout ce que je sais, c'est que j'en ferai certainement pas grand-chose sur Pierrot le foot. Et en fait, déjà, le fait que j'ai pas envie de couvrir un euro sur Pierrot le foot, et franchement, c'est pas parce que c'est du foot féminin, hein, mais c'est parce que je pense que ça n'intéresse rigoureusement personne. Éric Martin, quelle déception de voir l'Atlético jouer contre le PSG avec une prestation de Grisou transparente, l'année de trop pour lui. Bah, ça fait un moment que Griezmann a perdu sa place dans l'effectif de l'Atlético. C'est pour ça que j'ai été très surpris qu'il prolonge à l'Atlético. Mais je pensais qu'il allait justement en profiter pour partir jouer en MLS, qui en plus, on le sait, est un de ses rêves. Je pense que son orgueil, encore une fois, a parlé et qu'il a envie peut-être encore une fois de prouver qu'il a encore son mot à dire dans cette équipe. Maintenant, le problème, c'est que quand tu proposes un football aussi minimaliste et aussi négatif, et que tu te prends une leçon de football par une équipe qui, elle, cherche à tout le temps à avoir la balle et à provoquer du jeu et à avoir du panache, je pense que le foot de Simeone est aujourd'hui démodé. Et vous savez, la théorie que j'ai dit que quand vous demandez à une équipe de défendre, qu'elle s'emmerde, tant qu'elle gagne, ça va. Le jour où elle commence à ne plus gagner, elle se souvient qu'elle s'emmerde. Et je pense que c'est peut-être ce qui va se passer cette année avec l'Atlético. Alex Penon. Chelsea, mais pas de Liverpool. La Juve et non Naples, ou encore de l'Atlético, mais pas le Barça. Le choix des équipes européennes pour la Coupe du Monde fait jaser. As-tu des infos sur l'absence de ces clubs au détriment des clubs moins performants ou sur les critères d'éligibilité? Oui, c'est les 3 dernières années qui ont été prises en compte. Et sur les 3 dernières années, l'Atlético a de meilleurs résultats européens que le Barça. C'est aussi simple que ça. Le Real, avec sa victoire de l'année dernière, évidemment, a marqué des points. Liverpool n'était pas champion depuis pas mal d'années. Chelsea a été plus performant aussi. Donc voilà, il y a des critères sportifs qui ont été choisis. On peut toujours tout remettre en cause. Et puis s'il faut qu'il y ait 5 clubs anglais et 5 clubs espagnols pour que tout le monde soit content, ça s'appelle la Ligue des Champions. François Bréhin, Mamadou Sarr a signé à Chelsea et pourrait participer à la Coupe du Monde des clubs avec le club anglais cet été. Es-tu content pour lui? Je vais pas être content ou pas content. Il y a eu une rumeur comme quoi il pourrait aller à Chelsea au mercato hivernal et j'avais dit que c'était une fake news. Je l'ai confirmé en avril et c'était toujours une fake news en avril. Sauf que voilà, la vérité des transferts, elle peut changer en quelques jours et que Chelsea finalement a considéré que ce joueur était prometteur. Il est très prometteur, hein. Il est arrivé à Strasbourg parce que Lyon a fait n'importe quoi avec ce joueur et a préféré aller choisir un mec à Nottingham Forest à 30 bars plutôt que de faire confiance aux jeunes de son club qui a un niveau nettement supérieur à lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le truc, c'est que il a le calme d'un mec qui a 30 ans. Alors qu'il en a 10 de moins. Il a une assurance technique assez étonnante pour son âge, mais il a aussi des défauts encore. Il doit gagner en vivacité, il doit beaucoup progresser dans le jeu aérien. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un peu tôt pour lui d'aller à Chelsea et j'aurais préféré qu'il fasse 1 an de plus encore à Strasbourg
Voilà, Bluco on a décidé autrement. Voilà, maintenant on va voir le temps de jeu qui va lui être attribué pendant ce mondial des clubs. Est-ce qu'il va de nouveau être prêté au Racing la saison prochaine à l'issue de ce mondial? Je suis incapable de répondre à cette question et à mon avis, personne n'en est capable pour l'instant. Guillaume Ligérien me dit « Je viens d'atterrir en Angleterre pour suivre le Queens, Vénard. Ne trouvez-vous pas qu'on manque de joueurs spécifiques gazon et qu'il faudrait retrouver une surface beaucoup plus rapide? Je trouve que peu de joueurs savent bien volleyer, sauf Alcaraz et quelques autres. » Le tennis sur herbe, c'est la tradition ancestrale du tennis. C'est le plus grand tournoi du monde avec Wimbledon. Maintenant, ce que je trouve anormal, c'est que la saison soit si courte, alors qu'il y a 3 Masters 1000 sur terre battue. Il y en a aucun sur herbe. Et je trouve que ce serait peut-être bien qu'il y ait un Masters 1000, que ce soit Halle ou le Queens, ou les deux d'ailleurs, pour permettre justement à ce qu'il y ait des dotations et que les joueurs ne prennent pas cette période sur gazon comme une étape un peu chiante ou un peu nécessaire. On sait qu'il y a des joueurs qui ont une aversion totale pour cette surface. Moi ce que je trouve, c'est que l'exemple type du jeu multi-surface, c'est Alcaraz. Maintenant, il faut reconnaître que la surface a été tellement ralentie qu'aujourd'hui, il n'y a pas une différence folle entre le gazon et je me demande parfois si c'est pas plus dur pour Alcaraz de jouer sur ciment que de jouer sur gazon. Il faut voir qu'à l'époque à l'époque où il y avait vraiment des serveurs volleyeurs, vous voyez que l'usure du terrain, t'avais le fond de court, le truc là, et toute la surface à la volée. Aujourd'hui, tu as juste le gazon qui est usé en fond de court, le reste du court est intact. Et effectivement, aujourd'hui, on peut presque dire que le meilleur volleyeur du circuit, c'est Alcaraz. Ça me paraît quelque part assez fou. Sébastien Bailly, 4 matchs à huis clos, plus 2 autres qui risquent de tomber contre Nancy. Pour des fumigènes, on marche sur la tête, non. Comment peut-on être aussi sévère pour de simples fumigènes? Ok, c'est interdit, mais 6 matchs pour des fumigènes. Dans ce cas, l'OM, c'est huis clos toute la saison. Alors, j'ai pas suivi ce dossier. J'ai juste effectivement appris les sanctions et les menaces de sanctions qui risquaient de frapper la SNL. Je ne sais pas si ce sont que des fumigènes. Si ce sont que des fumigènes, ça me paraît assez aberrant, très sévère et surtout totalement disproportionné. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Je vous dis encore une fois, je connais pas le dossier, donc je peux pas trop m'exprimer. Maintenant, c'est vrai que voilà, les fumigènes, c'est toujours le problème, un problème terrible du football français. C'est-à-dire que quand on craque des fumigènes, ben, on s'aperçoit que pendant 5 minutes, on voit plus le terrain, et quand vous êtes devant votre télé, c'est hyper chiant. Après, la Ligue est effectivement totalement incohérente puisqu'elle utilise les images de fumigènes pour la promo de son championnat. Donc voilà, il y a un moment donné, il faudrait légiférer et que tout le monde comprenne. Peut-être qu'il y a des moments où on peut craquer les fumigènes et puis des moments où on ne peut pas.